Merci Régis et Olivier. Bonjour à tous, donc Olivier Deville, de Capgemini. Je fais partie de la fonction groupe d'industrialisation et je suis en charge, d'industrialiser et d'accélérer le déploiement de l'IA au sein de notre delivery, donc à savoir nos projets, c'est-à-dire pas sur le périmètre des fonctions internes type, finance interne, RH interne et cetera. Très bien, merci Olivier. Alors, on va laisser juste encore quelques minutes pour que les différentes personnes, les différents participants puissent s'installer. Alors, je vais avoir quelques diapositives d'introduction. Alors, pourquoi parler de mise en production et pourquoi parler de ces challenges, de ces enjeux qui sont rencontrés pendant la mise en production? Il y a un constat qui est fait par de nombreux analystes, partenaires également. On arrive très bien dans les entreprises à identifier des cas d'usage, mais la mise en production reste encore un élément sur lequel certaines entreprises butent pour des enjeux que l'on va définir aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer je vais pas rentrer dans les chiffres. Certains disent que seulement à peine la moitié des cas d'usage sont mis en production. D'autres, comme ici sur le slide de Deloitte, disent que seulement 10 à 30% des cas d'usage sont des proof of concept qui sont réalisés au sein des entreprises sont mis en production. Donc, on va essayer déjà d'identifier pour quelles raisons en termes de valeur, et puis ensuite, quels sont les freins qui sont rencontrés par ces différents clients. Et c'est tout l'objet de cette statistique qui nous amène à parler ce soir de cet enjeu. Donc l'adoption de l'intelligence artificielle générative, c'est un élément quand on voit la F-curve de Gartner. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative hors agentique se trouve dans la phase descendante de la F-curve, donc dans la phase désillusion. On constate bien évidemment une désillusion qui est quand même toute modérée, puisque on a aujourd'hui, et on a l'exemple ici avec Régis et Olivier, deux cas d'usage en production avec une génération de valeur qui est sans compromis. On le sait très clairement, on l'a vu tout à l'heure avec Elod sur Amadeus, et on l'a vu pendant toute la journée, et on le verra également lorsqu'on aura le cocktail avec les partenaires qui sont actuellement dans le village partenaire. Donc il y a des cas d'usage en production, mais qu'est-ce qui finalement retient des entreprises? Quels sont les enjeux et les bloqueurs dans cette phase de production et dans cette génération de valeur, dans ce calcul de valeur? Alors, ce constat, il est souvent lié à la valeur du cas d'usage. Hier soir, nous avions un club, on a créé un club des exécutifs dans le monde de l'AI, et la première des restitutions qui nous a été faite, c'est le cas d'usage. Le cas d'usage qui a le plus de valeur, qui est le plus en rupture, pour pouvoir finalement démontrer auprès des décideurs, auprès des personnes qui financent le cas d'usage, toute la valeur générée à terme par l'élaboration et la mise en place du cas d'usage. Un deuxième élément qui est souvent d'ailleurs lié, c'est l'aptitude de pouvoir faire adopter ce cas d'usage. L'adoption, souvent, passe par l'acculturation, passe par l'organisation également, et c'est des éléments que nous avons vus. C'est quelle est la meilleure des organisations et quelle est finalement l'approche pour avoir une meilleure adoption. D'ailleurs, j'ai oublié un élément sur la valeur et sur le cas d'usage. On identifie d'ailleurs des approches différentes dans l'identification des cas d'usage au sein des entreprises. Vous avez des entreprises qui sont très top-down, qui disent nous, on a déjà identifié des cas d'usage et on impose certains cas d'usage parce qu'ils ont été considérés comme étant générateurs de valeur, et puis d'autres qui ont des approches bottom-up, c'est-à-dire posant la question et parfois même gamifiant les différentes approches en proposant à des tiers, au niveau des opérations ou au niveau des métiers, de proposer des cas d'usage par rapport à leur activité, par rapport à ce qu'ils constatent au sein de leurs activités. Donc des approches différentes, parfois hybrides, qui permettent d'aller chercher ces cas d'usage, cette valeur. Et souvent, ça s'appuie donc, comme je le disais, sur des organisations et des moyens de finalement voir et mesurer l'adoption. Et puis enfin, les technologies qui sont finalement tout à fait des éléments indispensables, mais qui ne sont pas forcément des éléments les plus bloquants. Et on le verra tout à l'heure. Alors, il y a aussi des aspects de sécurité. Donc, on a aujourd'hui un répondant qui est technique, mais aussi des aspects qui concernent l'intelligence artificielle responsable et les meilleures pratiques que l'on met au sein des organisations pour s'assurer qu'un cas d'usage est en conformité avec les règles internes, mais aussi avec les conformités que l'on rencontre dans les différents secteurs d'activité que nous rencontrons. Et nous allons adresser tous ces enjeux avec nos deux participants, que je remercie encore d'être là ce soir. Alors, Olivier, avant de parler de la mise en production de votre cas d'usage, de ton cas d'usage, pardon, est-ce que tu peux nous dire quel est ce cas d'usage et quels sont les cas d'usage que vous avez mis en place actuellement au sein de Capgemini? Alors,
Capgemini, je pense que vous connaissez, c'est donc un leader de la transformation business et technologique de nos grands clients. Et on couvre un portefeuille d'activités très large. Ça va de la partie consulting en amont, du cadrage stratégique, de l'infogérance, de l'ingénierie, etc. Donc il y a une multitude de cas d'usage et quasiment autant de cas d'usage que de clients et de cas d'usage de nos clients. Donc on a un portefeuille d'assets, un portefeuille de plateformes qui est très large et on a construit un cas d'usage qui est un peu hybride, c'est-à-dire que c'est une fondation pour que nos ingénieurs, nos consultants puissent avoir de l'accès à de l'IA et aussi pour qu'ils puissent construire d'autres assets, d'autres cas d'usage pour répondre à leurs propres enjeux. Donc je vais élaborer un petit peu, parce que c'est un sujet vraiment de plateforme fondationnelle qui est assez intéressant et qui est passé à l'échelle surtout par rapport à la surface, c'est-à-dire que c'est ouvert aujourd'hui aux 350 000 et bientôt 400 000 avec les dernières acquisitions de l'été. Donc aujourd'hui, on a construit, c'est parti vraiment d'un bac à sable, d'une expérimentation en 2023, quand l'AI, la GenAI, s'est invité à tous les CODIR, tous les COMEX, tous les meetings, tous les posts, etc. Que le groupe a bloqué les accès à tous les outils d'AI pour éviter du data leakage, évidemment, donc les souscriptions individuelles, OpenAI, etc. Et donc, on a mis à disposition, pour commencer, de façon sécurisée, de l'accès à certains LLM, pour que les gens testent, expérimentent, comparent des modèles et commencent à développer une certaine appétence, une certaine ouverture et commencent à s'approprier la technologie. Et puis, petit à petit, on a construit, on a apporté des features. Au début, on a commencé avec Amazon, avec Bedrock. Ensuite, on a créé une couche d'abstraction pour aller piocher des modèles qui n'étaient pas disponibles dans Bedrock, pour se connecter directement avec des LLM providers qui ne passaient pas par les hyperscalers. Et donc, on a mis à disposition tout un ensemble d'accès à de la technologie pour que les gens puissent commencer à se l'approprier. Et puis ensuite, on a commencé à cristalliser ces concepts, parce qu'on apprenait un petit peu en marchant, autour de ce que vous voyez ici, qui sont un petit peu les trois grands piliers de la plateforme, en tout cas d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue un petit peu holistique. Une première partie à gauche qui est ce qu'on appelle l'AI Team, c'est-à-dire c'est un ensemble d'assistants qu'on est en train d'agentifier. On a écrit agent, mais il y en a encore une bonne partie qui sont des assistants un petit peu traditionnels. Les entreprises qui vous diront qu'ils n'ont plus d'assistants, je les défie de me montrer ça. Où en fait on spécialise des assistants et des agents par domaine technique. On va créer un spécialiste de la sécurité sur AWS, on va créer un spécialiste de nos processus qualité interne, on va créer un spécialiste de la couche NVIDIA, CUDA, etc. Et on leur associe un avatar, parce qu'on a pris l'approche de personnaliser un petit peu et d'avoir comme un membre dans Teams. C'est-à-dire qu'on chatte avec quelqu'un, on a une photo, on peut appeler un autre agent, un autre assistant dans le chat. Chaque agent vient avec sa knowledge base, et ça c'est assez fondamental, c'est-à-dire que la techno LLM elle est très facile. Ce qui est fait la force, c'est la data et c'est le knowledge. Et donc chaque agent, on sélectionne du contenu qui est validé par une design authority, qui vit sa vie, on met des sources qui sont certifiées, on met nos documents officiels et pas des versions old qui étaient vraies ou caduques, etc. On lui met un système prompt, on lui sélectionne un modèle qui apporte une efficacité, performance, coût. On va pas déployer du Sonnet 4.5 sur tous nos agents. Et on commence à les équiper de capacités d'action dans des outils. Et ça, c'est vraiment le saut agentique pour commencer à aller trigger des actions dans les outils pour éviter qu'on fasse du alt-tab ou qu'on reste sur un usage très assistant traditionnel. Donc ça, c'est vraiment ouvert à tous nos consultants, tous nos ingénieurs, et ils peuvent consommer ces différents agents. La partie du milieu, elle est plutôt pour les builders. C'est là où on va mettre à disposition tout un écosystème d'outils, de vecteurs, de technologies d'embeddings, de comparaison de modèles, etc. Et puis surtout, une exposition par API de tous ces modèles. C'est-à-dire que pour des gens qui souhaitent construire un asset qui s'intègre avec sa ligne de production, ils peuvent venir faire appel par API sur un studio qui crée. Et donc, chacun va créer soit un studio personnel, soit un studio d'équipe pour aller alimenter ces différents assets. Et enfin, on a créé ça, c'est un peu plus récent, mais en fait, c'est là où on voit presque le plus de valeur, c'est ce qu'on appelle la marketplace. C'est-à-dire qu'en fait, la beauté de l'IA, c'est que c'est très décentralisé, c'est très démocratique. Et en fait, on a un besoin de collecter toute l'intelligence collective qui sort de tous ces utilisateurs qui testent, qui créent, qui développent leurs agents, qui développent leurs petits bouts de code. Et donc, on a un système de repos central où on peut stocker des artefacts, on peut stocker des assets, on peut mettre des liens vers un SCM central.
On peut noter, approuver, etc. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif de capter l'intelligence et de la remettre à disposition de la communauté pour rentrer dans un cercle vertueux sur ces différents sujets. Donc c'est un peu nos 3 briques. Bon, c'est très, très high level, mais derrière, c'est vraiment réel. Aujourd'hui, donc on a commencé, comme je vous ai dit, en expérimentant, donc tout petit, on était 10, 15, ensuite on a ouvert à nos data scientists, à nos spécialistes de l'AI, à tous ceux qui avaient une appétence particulière pour la techno. Ensuite, on a ouvert à 60 000 personnes, à une business line. Et puis ensuite, on a ouvert à tout le groupe, à 350 000 personnes, pour mettre à disposition cette plateforme, qui n'est pas la plateforme, hein, c'est une plateforme chez Capgemini. Il y a beaucoup d'autres outils, il y a beaucoup d'autres assets, mais c'est ce qu'on a créé pour supporter quasiment une infinité de use cases, parce que derrière, pour les builders, ils vont pouvoir adresser les différents use cases qui sont propres à leur métier, propres à leur spécificité et propres à leur contexte client. Merci Olivier. Alors, ce cas d'usage est assez intéressant du fait de la taille, hein. On parle de 350 000 personnes susceptibles de pouvoir y accéder. On parle également de différents outils et c'est finalement le moyen d'outiller ces personnes. Donc, c'est un cas d'usage qui, d'un point de vue mise en production, on verra tout à l'heure, est extrêmement intéressant à analyser puisqu'on voit beaucoup de clients qui finalement ont cette approche de plateforme. Alors, Régis, je me retourne vers toi. Toi, tu as un cas d'usage qui est un peu différent, mais qui est au cœur de votre chaîne de valeur. Oui, c'est exactement ça. Alors, nous, c'est très différent. La GenAI, on l'a tout de suite vu, ou l'AI en général, comme quelque chose qui pouvait améliorer nos processus opérationnels. Pour comprendre un peu le contexte de ce qu'on fait, chez Nielsen IQ, en tout cas dans la business unit dans laquelle je travaille, qui s'appelle NIQ Digital Purchases, c'est qu'on gère des panels de consommateurs, mais contrairement à un panéliste traditionnel, on ne va pas envoyer des questionnaires. On a directement accès à la boîte mail de nos utilisateurs, on récupère leurs emails de transaction, on les agrège, on les anonymise, et ça nous permet de commercialiser des statistiques sur l'e-commerce. Et donc, tout ce travail qu'on appelle user acquisition et data collection, chez nous, au début, il était très manuel, puisque c'est la particularité d'un panel. S'il y a des erreurs au début, même des petites erreurs, ça devient des grosses erreurs à la fin. Donc, il y avait des sujets de qualité qui étaient extrêmement importants. Et bien évidemment, on a tout de suite, dès 2018-2019, essayé de mettre du machine learning, du deep learning dans nos process, mais on était assez limité, notamment par l'exigence de qualité qu'on avait sur certains de nos processus. Donc, on faisait du machine learning traditionnel, on faisait du deep learning traditionnel, mais on avait toujours des choses qu'on n'arrivait pas à débloquer. On avait notamment un aspect de notre process qui est ce qu'on appelle le parsing des emails, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va, dans un email traditionnel d'Amazon, par exemple, extraire toutes les informations à propos de la transaction, du produit, du consommateur. C'est des choses qu'on faisait d'une manière très manuelle, c'est-à-dire qu'on créait vraiment ce qu'on appelle un parseur, un petit bout de code par template d'email. Donc, on verrait des milliers et des milliers de templates. Et on est arrivé à un point où le simple fait de maintenir l'asset existant prenait déjà près de 90% de nos ressources. Et donc, forcément, si on voulait s'étendre géographiquement, avoir des nouveaux pays, des nouveaux retailers dans notre panel, ça allait nous demander d'embaucher pas mal de personnes. Et c'était un petit problème, en tout cas en termes de rentabilité chez nous. Et c'est là où on a commencé à... Petit problème de micro. OK. Et c'est là où, en fait, quand la GenAI est arrivée en 2023, on s'est tout de suite dit, en fait, on a des modèles beaucoup plus puissants qui vont peut-être nous permettre de s'attaquer à des problèmes qu'on avait laissés de côté parce qu'on n'arrivait pas à avoir le niveau de qualité qui était nécessaire. Et le sujet de la compréhension de documents au sens large, il va dépendre beaucoup de quel document il s'agit. Par exemple, vous avez peut-être déjà utilisé des OCR qui peuvent comprendre vos factures ou des PDF, mais en fait, ça ne marche pas pour les emails parce que les emails, c'est beaucoup plus complexe comme document. Et un email d'Amazon, un email d'Uber, un email de Carrefour, un email en anglais, en néerlandais, en arabe, en portugais, il y a tellement de différences que les outils d'OCR classiques ne fonctionnaient pas. Et donc, on a commencé un peu à expérimenter et on est parti sur le fine-tuning de LLM. Donc, on a de la chance d'avoir certains LLM qui sont open source, qu'on peut prendre, qu'on peut fine-tuner sur des instances AWS. Et le hasard a fait que, sans être chauvin, c'est le modèle de Mistral qui nous a le plus aidé.
Et donc, en fait, on a fine-tuné Mistral sur nos données, puisque forcément, on avait déjà des années de data qu'on avait générées nous-mêmes manuellement. Et en fine-tunant un modèle Mistral, on est enfin arrivé au niveau de qualité qui était attendu par les équipes opérationnelles. Donc c'était extrêmement positif, on était ravis. Et puis on a déployé en production et on s'est rendu compte que ça coûtait plus cher que des humains. Parce que héberger soi-même un LLM, ça coûte assez cher. Et on avait à l'époque à peu près 2 millions de documents à gérer par jour. Donc le prix était assez élevé. Donc là, la joie est un peu retombée, mais on a travaillé forcément sur des solutions techniques. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais entre la solution très naïve qu'on avait au début, qui était simplement le fait de déployer le LLM sur une instance AWS sans travail particulier, et la solution à laquelle on est arrivé finalement avec des optimisations à la fois de bas niveau et aussi en termes d'infra, on s'est rendu compte que le coût initial, il avait été divisé par plus de 5, et donc en fait, ça devenait beaucoup moins cher que le process manuel qu'on avait auparavant. Donc ça, c'est vraiment le premier use case chez nous qui a réellement créé de la valeur. On avait testé d'autres choses avant, mais c'est le premier use case qu'on a déployé en production, qui a créé de la valeur et surtout qui est passé à l'échelle parce que, comme je vous le disais, on traite plusieurs millions de documents par jour et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre chaîne de valeur puisque l'extraction d'informations à partir des emails, c'est ce qui est vraiment au tout début de notre pipeline de données et qui est la source de toutes les métriques qu'on va ensuite livrer à nos clients. Merci Régis. Donc vous devez vous poser la question, qu'y a-t-il de commun entre Olivier et Régis ? Le premier élément commun entre Régis et Olivier, c'est la mise en production de leur cas d'usage. Deuxième élément commun, c'est l'importance du déploiement de ces solutions au cœur de leur chaîne de valeur, puisqu'on voit avec Régis que c'est un élément essentiel dans l'extraction des informations qui seront ensuite vendues à leurs clients. Auprès d'Olivier, on parle de consultants, et de consultants qui ont besoin d'outils pour pouvoir répondre et pouvoir apprendre et monter en compétence sur des technologies qui sont essentielles pour leur métier. Donc deux approches différentes, certes, mais qui ont forcément des conséquences sur la mise en production. Donc j'ai envie de poser maintenant la première des questions qui est essentielle et qui brûle, qui est essentielle lorsqu'on déploie en production. Quels ont été les enjeux? Je vais commencer par Olivier. Les enjeux principaux qui ont été levés pendant cette mise en production. Alors, il y a plusieurs types d'enjeux avant d'arriver en production sur le Generative Engine Platform. Des enjeux techniques, parce que c'est des technos qui sont quand même assez récentes, et pour que les équipes s'approprient bien, avec des technos qui évoluent toutes les semaines, des nouveaux protocoles, des nouveaux référentiels, etc., des nouveaux frameworks. Il y a une courbe d'apprentissage qu'il faut digérer très vite pour ingérer la technologie et être capable de mettre en prod une technologie qui touche des dizaines de milliers d'utilisateurs de façon suffisamment robuste et avec un niveau de confiance suffisant. On a eu des exemples un peu techniques où on a escaladé avec AWS parce qu'on arrivait au seuil d'input-output token qui sont disponibles, donc on décolle avec les US. Avec des volumes importants, donc voilà. Vous avez vu 5 milliards de tokens. Après, on est loin des OpenAI, etc. Mais on atteint des nouveaux tests de performance dans un nouveau monde qui nous font aussi nous poser des questions, s'assurer qu'on a des couches d'observabilité fortes, parce que tout ça, il faut le contrôler. Qu'on a des mécanismes de refacturation interne pour s'assurer que les coûts ne s'envolent pas et que d'un coup on ne se retrouve pas avec des millions d'euros qui s'évaporent. Et donc voilà, ça a attiré des sujets techniques assez nouveaux, mais finalement assez faciles à résoudre et à appréhender. Puis après, il y a des sujets non techniques, et c'est ceux-là peut-être les plus durs en mise en prod, notamment sur les aspects de conformité. Tous les LLM qu'on met à disposition, ils passent par des revues légales, des revues commerciales, des revues des Terms and Conditions, des revues de data privacy, etc., pour s'assurer qu'on fasse des choses légales, qui ne créent pas des risques d'IP, des risques GDPR, des risques d'export control, etc. Et donc, il y a tout un chemin critique de revues assez fort, des revues sur la partie cybersécurité, sur quand on expose des clés API, comment est-ce qu'on s'assure qu'on n'en fasse pas n'importe quoi. Donc en fait, la partie technique est assez petite par rapport à tous les sujets non techniques qui sont derrière. Et puis le dernier point, c'est un peu un sujet de gouvernance. Comme je vous l'ai dit, on a commencé en expérimentant.
Comment est-ce qu'on fait une roadmap à partir de ça qui couvre un besoin suffisamment massif, c'est-à-dire qui impacte et qui ne traite pas des cas extrêmement petits, assez insignifiants pour une boîte de 24 milliards. Et donc derrière, c'est la gouvernance, quel design authority on met en place, quelle évolution, quelle trajectoire on met, surtout dans un contexte où tout change toutes les semaines. Le make or buy peut tuer la plateforme en un mois. Il faut prendre des décisions d'arrêter des features parce qu'on se rend compte qu'il y a un autre outil dans le groupe qui le fait mieux. Et donc il y a toute cette gouvernance qui est presque la partie la plus dure pour s'assurer que cette plateforme-là répond à des besoins impactants, qui apportent de la vraie valeur et qu'on, entre guillemets, on ne crame pas de l'énergie sur des sujets qui vont être soit remplacés par un outil qu'on achète, soit remplacés par un autre asset, soit disparaître parce que plus pertinent. Donc voilà, des sujets techniques, mais finalement qui sont presque les plus simples, et des sujets de process et de gouvernance qui sont là des vrais sujets de fond et qui reviennent notamment sur comment est-ce qu'on adresse un use case, comment est-ce qu'on les priorise, comment est-ce qu'on montre de la valeur, comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on rapporte un ROI. Ça, c'est vraiment les sujets très durs sur lesquels on a encore un peu de mal à être complètement opérationnel dessus. C'est un enjeu qui est souvent remonté par nos clients, c'est comment finalement mesure-t-on l'adoption d'un produit. Il y a 3 grandes typologies de projets en intelligence artificielle générative aujourd'hui, si on simplifie. Vous avez des sujets de productivité individuelle, vous avez des sujets de repenser des processus de gestion existants. Puis le troisième, c'est intégrer de nouveaux services et de nouveaux processus existants par l'intelligence artificielle générative. Sur le premier pilier, qui est le pilier le plus adopté dans toutes les entreprises, qui est l'augmentation de la productivité individuelle, on a tous aujourd'hui accès à un outil qui nous permet de faire du résumé, faire de la traduction, d'utiliser un accès à l'intelligence artificielle générative. Souvent, les retours de nos clients, et c'était encore le cas hier soir, avec les 20 clients que nous consultions, c'est effectivement l'adoption et l'aptitude de pouvoir mesurer cette adoption et l'efficacité finalement de ces éléments de productivité individuelle sur l'entreprise. Comment mesurer finalement et comment être sûr que le retour sur investissement est assuré. C'est vraiment ce sur quoi, et ça fait écho à ce qui s'est dit hier soir. Régis, pour toi, quels ont été les enjeux? C'était un petit peu différent. Je dirais que le premier enjeu, il était technique aussi, parce que mine de rien, fine-tuner un LLM, c'était pas si simple que ça. En tout cas, à l'époque où on s'y est mis, c'était quelque chose qui était nouveau. Comme vous le disiez, tout le temps des nouveaux frameworks, tout le temps des nouveaux modèles. Il y avait un moment, il y avait vraiment littéralement un nouveau modèle qui sortait par jour. Donc il y a un peu la peur de pas avoir le bon modèle. Donc il a fallu aussi un peu rationaliser l'expérimentation et de pas sauter sur chaque nouveauté. Donc je dirais que vraiment que la partie expérimentation a été différente de ce qu'on avait l'habitude de faire. Encore une fois, moi j'avais une équipe qui venait du monde du machine learning et du deep learning assez traditionnel, et c'est des processus qui sont très différents au final. Donc je dirais que ça c'est le premier aspect. Il y a eu une gestion du changement qui était aussi assez complexe, parce que nous, on développe des modèles qu'on va mettre à disposition d'autres équipes. Et se pose alors la question de la responsabilité. Parce que même dans les processus manuels qu'on avait auparavant, évidemment que la qualité était très haute, mais il y avait quand même des erreurs. Le problème, c'est que quand on le remplace par un modèle, il va aussi avoir des erreurs, peut-être le même taux, peut-être même moins d'erreurs. Mais ce qu'on a remarqué, ce qui nous a étonné, c'est qu'on avait certains de nos collègues qui étaient beaucoup plus à l'aise avec une erreur qui venait d'un humain, qu'on pouvait identifier, on savait comment la corriger, on savait quel type de réponse à donner. Ah, désolé, on a fait cette erreur, ça vient de ce process, on va le changer, ça ne se reproduira plus. Enfin, il y avait quelque chose de très déterministe qui rassurait les gens. Quand l'erreur venait du modèle, les équipes étaient un peu paniquées et ne savaient pas comment réagir, comment gérer la situation, parce que il peut y avoir plusieurs types d'erreurs. Il peut y avoir une erreur qu'on repère nous-mêmes, qu'on arrive à réparer manuellement, c'est pas très grave, mais il peut y avoir, et ça peut nous arriver, des erreurs qui sont remontées parce que c'est nos clients qui ont vu dans ce qu'on leur avait livré qu'il y avait un problème. Et quand on remonte et qu'on lance une investigation, on se rend compte que le problème vient de l'extraction des données à partir des emails. Et dans ce cas-là, qui est le coupable, qui est le responsable. Et ça, on s'est rendu compte que c'était quelque chose où il fallait un peu changer peut-être les mentalités, et que nos collègues apprennent à vivre avec ce changement. Et ça, je pense que ça a été la partie la plus compliquée. Plus compliquée que la partie technique.
Je dirais que pour nos équipes qui sont des data scientists et des ML engineers, peut-être un peu moins passionnants, mais tout aussi important parce qu'en fait, au final, nous, on est à la disposition des autres équipes. Donc, si elles décident de ne pas adopter notre solution, on n'apporte aucune valeur. Donc, cette partie-là, elle était extrêmement importante et on a fini par y arriver. Très bien, merci. J'ai envie de vous poser une question encore sur cette thématique. C'est si vous aviez 3 conseils à donner, ou 3 ou 2, hein, on n'est pas à donner à l'audience, quels seraient ces conseils pour la mise à l'échelle et la mise en production de ce type de cas d'usage? Moi, si je devais faire quelque chose différemment, je dirais que la première chose, c'est vraiment d'adopter une mentalité un peu product manager, c'est-à-dire mettre l'outil dans les mains des utilisateurs très rapidement. Surtout quand c'est des sujets en interne, ne pas attendre de penser qu'on a l'outil parfait ou assez bon pour le mettre dans les mains des utilisateurs, le mettre dans les mains des utilisateurs tout de suite. Trouver des champions, des bêta-testeurs au sein de l'entreprise qui savent que la solution n'est pas parfaite, mais qui vont pouvoir la tester et donner des retours. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais fait beaucoup plus tôt si je devais le refaire. Très bien. Olivier? Alors, je rejoins totalement le point. C'est pour ça qu'on a mis à disposition très tôt, c'était l'objectif. Et je pense qu'il faut faire des petits incréments, c'est-à-dire faire des petits changements, des petits incréments irréversibles, plutôt que de chercher à faire la solution qui va faire papa-maman, qui va tout résoudre, qui va traiter toute la hype sur LinkedIn. En fait, on se rend compte qu'en traitant la vague de fond avec des choses, des fois, qui paraissent insignifiantes, donner la disposition à des gens de faire du RAG, aujourd'hui, on a l'impression que c'était il y a 20 ans, mais déjà, si on donne accès à 200 000 personnes, que ça rapporte 1%, bah, vaut mieux ça que de rapporter 30% sur 100 personnes sur un processus hyper niche. Et en fait, cette partie-là, elle va être traitée par les gens qui s'approprient l'outil, et le concept un peu de marketplace, c'est-à-dire on fait remonter ces petits cas d'usage, parce qu'en centrale, il faut qu'on priorise sur vraiment les cas d'usage qui ont de la portance, de la portée, et qui traitent la masse. Donc ça, vraiment, mettre à disposition tôt, s'intéresser aux cas d'usage très forts, et cranter des toutes petites choses, mais sur lesquelles on ne revient plus. C'est des tout petits changements irréversibles. Et le deuxième cas, j'en ai pas parlé, mais tu l'as mentionné, c'est le changement. Je pense qu'on sous-estime toujours 10 fois l'effort qui est nécessaire pour que les gens s'approprient l'outil, comprennent l'outil, l'adoptent et s'assurent qu'ils l'adoptent dans le long terme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont tester l'outil, puis 3 mois après, ils vont revenir à leurs anciennes habitudes parce qu'ils sont pris par la pression, ils ont autre chose à faire, etc. Et donc ça, le change, on se rend compte qu'on a des dispositifs spécifiques à mettre en place, des coachs, des réseaux de champions, des éditions, on a une community edition pour Generative Engine, etc. Et ça, c'est vraiment important de driver ça, d'avoir des champions, une communauté, parce que l'outil n'apporte pas de miracle tout seul. Oui, c'est en règle générale. Alors, moi, je vais étendre un petit peu la réflexion du Move to Production. On a mentionné tout à l'heure, et Étienne, dans la session précédente, l'a mentionné. C'est vrai qu'on parle très très peu d'agentique, et c'est un sujet qui est actuellement dans tous les agendas de tous décideurs autour de l'intelligence artificielle et particulièrement générative. On le voit d'ailleurs sur la Hive Curve, la célèbre Hive Curve du Gartner. On le voit également, il y a une enquête qui a été faite par vos amis chez Capgemini de Survey Research. On voit que finalement, non content d'être au sommet de la Hive Curve, 80%, 85%, si je ne me trompe pas, des entreprises ont aujourd'hui sont en cours d'évaluation de technologies, de frameworks autour de l'agentique. Mais seulement 2% de ces entreprises ont déjà aujourd'hui des cas d'usage déployés. Donc 2%. On voit bien que donc l'agentique AI, qui est au sommet de la courbe, est peut-être un moyen de finalement remettre au goût du jour l'intelligence artificielle générative, puisque l'agentique s'alimente de l'intelligence artificielle générative. Donc, on voit une très forte adoption de cette une très forte évaluation de cette technologie. Et j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que l'agentique, c'est quelque part, n'est-ce pas un moyen de simplifier le déploiement et la mise en production de cas d'usage ou l'utilisation de cas d'usage au sein de l'entreprise? Alors moi, je répondrais non. La mise en prod, parce qu'on a déployé aussi en production de l'agentique. On commence à en faire dans Generative Engine Platform, mais on a aussi d'autres assets, notamment sur le software, qui est vraiment le poisson pilote sur tout ce qui est IA. Et donc on a aujourd'hui
de l'agentic SDLC avec des agents qui prennent un document de requirements, créent des epics, créent des user stories, les créent dans Jira, créent des acceptance criteria, code, test, refait parce qu'il y a quelqu'un qui évalue la qualité du code, etc. Donc, on a déjà des cas en production. C'est beaucoup plus lourd. Pardon. C'est beaucoup plus lourd à mettre en production parce qu'il y a beaucoup plus de choses à préparer, que ce soit le contenu, les méthodologies, etc. Il faut framer et structurer l'approche de façon beaucoup plus précise. Si on met un agent sur un process qui n'est pas industrialisé, en général, on va vite s'en mordre les doigts ou créer la dette technique ou voir 6 mois après qu'on a créé plus de chaos qu'on a résolu de problèmes. Le deuxième point, c'est qu'on, by design, on apporte de l'autonomie. On laisse l'agent prendre des décisions, on laisse l'agent faire des actions. Donc, il y a tout un framework de guardrails à mettre en place, à quel moment on met une intervention humaine, à quel moment on fait valider quoi, etc. Et donc ça, d'un point de vue process, mais aussi d'un point de vue technique, c'est un petit peu plus compliqué à préparer. Et puis le dernier point, il y a un côté d'intégration avec un écosystème IT complexe voilà, qui demande d'autres process internes de validation, d'ouverture, etc., qui sont pas simples. Donc la mise en prod est beaucoup plus compliquée, mais aussi elle est beaucoup plus compliquée parce que derrière, ça apporte un... C'est pas pour rien que c'est en haut de la curve. Hein. Les gains et les bénéfices sont autrement plus spectaculaires, en tout cas sur les quelques cas qu'on teste, que l'IA un peu plus traditionnelle et en particulier la GenAI. Donc voilà, plus compliqué. Et derrière, sur la partie adoption, changement, etc., encore plus fort parce que là, ça change vraiment la structure des équipes, ça change les profils des personnes qu'on recherche. Ça change les pyramides de grades de nos effectifs. Donc, ça tire des questions de fond qui prennent un petit peu plus de temps aussi à poser et à résoudre. Merci. Et Régis, moi, j'irais dans le même sens. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en production, ça, il n'y a pas photo. Mais ce qui est en fait peut-être assez contre-intuitif, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en production. Il y a beaucoup plus de choses à voir, notamment en termes de guardrails. Et puis parce que l'agent, il va avoir accès, si on veut l'intégrer, dans notre système, il va avoir accès à des choses qu'il va falloir beaucoup plus contrôler. J'ai un exemple très simple. On a un agent qui fait un peu de text to SQL. En fait, il répond à des questions de notre customer service et de nos sales, et donc il fait du text to SQL, et donc il a accès à notre data warehouse, et donc il peut lancer des requêtes, et donc il pourrait potentiellement faire exploser les coûts là-dessus. Donc il y a beaucoup plus de choses à vérifier. Mais en termes d'adoption, par contre, eh ben, je trouve ça beaucoup plus simple parce que ça permet de ramener un peu de déterminisme dans l'IA, parce que l'agent, il a des outils, certains de ces outils, ils sont purement déterministes, et l'output des outils va quand même guider aussi l'agent et faire en sorte que les interactions soient beaucoup plus productives pour l'utilisateur final qu'une simple interaction entre un utilisateur et un modèle de GenAI sans système agentique. Donc, beaucoup plus compliqué à mettre en production, mais potentiellement beaucoup plus facile pour l'adoption. D'accord, très bien. Aujourd'hui, on voit pas mal de places de marché émerger autour de l'agentique, des composants agents. J'ai vu que vous aviez une place de marché une marketplace, pardon, côté Capgemini. Est-ce que c'est dans la perspective à terme de pouvoir proposer des agents dans des places de marché et permettre une ouverture de ces agents vers l'extérieur, ou rester en interne? Alors, Ouais, ça remarche. Ouais. On a plusieurs configurations. On a des configurations où on travaille chez nos clients avec les outils de nos clients. Et donc, la plateforme Raise, qui est un petit peu notre catalogue d'agents go-to-market, nous permet de venir chez nos clients proposer ces accélérateurs directement dans l'infrastructure, dans le contexte de nos clients. Ensuite, on a des agents un peu plus en interne, qui est sur nos méthodologies. Comment est-ce qu'on livre du contenu, qu'il soit AI ou pas AI, hein. Quand on fait de l'ingénierie, on livre une maquette d'avion. Comment est-ce qu'on construit un agent pour accélérer la création de cette maquette d'avion, la simulation en éléments finis, etc. Donc là, ça va plutôt être des agents en interne. Donc, il y a les deux mondes. Le monde un petit peu plus go-to-market, parce qu'on vient chez nos clients, on doit leur proposer des accélérateurs, on doit leur proposer des moyens d'apporter de l'impact aussi vite chez eux que j'essaye d'en apporter en interne chez nous. Très bien. De ton côté, Régis, les marketplaces Non, nous, c'est assez différent. C'est pas du tout notre objectif, parce qu'au final, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de l'information.
ce qu'ils veulent, c'est que cette information elle soit la plus pertinente possible et la plus actionnable possible. Et ces outils sont vraiment destinés à un usage interne. Je pense qu'on est en plus beaucoup moins avancé que la plateforme qu'on a vue avant, mais on va plutôt essayer de répondre à des usages internes qui auront pour objectif de améliorer nos processus et donner de la meilleure information à nos clients, mais pas d'objectif de marketplace, non. Alors, je vais finir avec une dernière question, à vrai dire. Aujourd'hui, si en conclusion, vous aviez des éléments à choisir parmi ce slide qui sont essentiels pour vous et qui seraient susceptibles d'être particulièrement pris en compte lors d'un déploiement, une mise en production, pour vous, lesquels choisiriez-vous? Alors, c'est la période budgétaire, donc je prendrais business case and value, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de pousser des invests si on ne monte pas de ROI. Et en fait, on a eu quand même 18 mois très tolérants sur l'expérimentation, etc. On commence à demander un petit peu des comptes de, bon, on accumule des outils, des tokens, etc. Combien est-ce que ça rapporte? Montrez-moi que ça rapporte ça et pas simplement des savings un petit peu théoriques. Donc aujourd'hui, on revient sur un prisme business case, value, qui est extrêmement important et sur lequel je pense que 2026 sera un peu une année charnière, justement sur la réalité économique de toutes ces plateformes et de tous les composants qui les composent. C'est un point qu'on voit assez souvent, des clients qui viennent nous voir et qui, quelque part, avaient estimé un B-case avant la mise en production, qui, une fois mis en production, font l'équation et font le calcul et voient que finalement, le ROI n'est pas forcément celui qu'ils avaient estimé. Et souvent, on a des discussions maintenant de prix et on a une forme de commoditisation du LLM et de la générative AI en ce moment, et c'est une tendance sur le prix et sur la bottom line des différents projets. Régis, lesquels J'aurais dit exactement la même chose, parce que clairement, c'est un sujet qui est important. Non, mais du coup, pour répondre un peu différemment, j'en dirais quand même la data stratégie. Avoir accès à de l'IA générative, ça ne dispense pas d'avoir de la donnée de qualité, ça ne dispense pas d'avoir une bonne gouvernance de la donnée. Si on met une couche d'intelligence artificielle sur une donnée qui est de mauvaise qualité, avec des problèmes de gouvernance en fait, l'output sera très mauvais. Donc, je pense que ça, c'est toujours assez important de garder en tête que c'est pas une solution miracle et que ça ne dispense pas d'avoir une bonne stratégie de données. Merci à tous les deux. On termine en avance, ce qui est assez rare d'habitude. Et c'est pour que vous puissiez profiter au mieux de ce cocktail. Nous restons à votre disposition. Et n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Je vous remercie, Régis et Olivier, pour cette discussion autour de la mise en production des cas d'usage de l'intelligence artificielle générative, voire agentique. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, et je donne rendez-vous à Olivier et Régis, pour venir parler d'intelligence artificielle agentique, cette fois-ci. On n'a pas d'agent autonome encore pour répondre à vos retours clients, mais sachez que vous avez un petit QR code ici, et on serait très content que vous mettiez la meilleure des notes sur ce petit questionnaire. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci d'être venu.